Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir notre expert techno, Donny Lima, qui va nous présenter évidemment de nouveaux gadgets électroniques. On va aussi s'informer sur l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger de l'Université Saint-Paul. Ils ont de très très beaux projets dont on va discuter durant la prochaine demi-heure. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Marie-Renée Faye de l'ACFO que vous allez sûrement reconnaître. Bonne nouvelle, Marie-Renée, on va commencer tout de suite avec ça. Apparemment, l'ACFO est l'invité spécial d'un événement cette année. Oui, dans le fond, l'ACFO est l'invité spécial du déjeuner du maire le vendredi prochain, en l'honneur du mois de la francophonie et aussi de la journée de la francophonie qui sera le lendemain. Et ce sera vendredi 19 mars de 8h à 8h30. C'est une capsule de 30 minutes où l'ACFO Ottawa aura l'opportunité de parler un peu de comment elle a géré la pandémie, comment elle a pu continuer à offrir de la programmation. Et ce sera aussi l'occasion pour nous de parler de ce qui s'en vient pour l'ACFO Ottawa. Mais ce serait très excellent de nous mettre un peu au parfum. De toute façon, les gens sont au courant que l'ACFO a travaillé, s'est réinventé durant toute la pandémie. Quand on imagine déjà le prix Bernard Grand-Maître organisé de manière virtuelle, écoute, c'est incroyable qu'est-ce que vous avez fait. Donc déjà, félicitations. Et puis, je sais que vous allez donner plus de détails durant ce déjeuner. Est-ce que nous, qui voulons avoir accès à ce déjeuner, on doit juste se connecter sur une page Facebook? Comment ça va se passer? Oui, dans le fond, ce sera en direct, déjà sur TV Rogers, donc en ligne sur la chaîne, le canal 23. Ce sera aussi disponible en direct, toujours sur la page Facebook du maire Watson aussi. Donc, dès 8 heures, peu importe que ça soit sur Rogers ou la page Facebook du maire, vous pouvez suivre l'événement. Alors, on va inviter les gens à se connecter sur la page Facebook de TV Rogers et aussi sur le câble de 23, pardon, pour pouvoir suivre cette petite capsule de 30 minutes. Alors, les projets, ça n'arrête pas avec l'ACFO. Le premier projet dont tu veux nous parler ce matin, c'est un portail de services et votre prochain webinaire sur le numéro d'assurance sociale. Oui, c'est bien ça. Dans le fond, c'est dans le cadre du projet étudiants accueillis qui vise à aider les étudiants internationaux dans leur intégration, la recherche d'informations, parce que on s'entend que c'est difficile souvent pour eux de savoir où aller chercher l'information. Et l'objectif de ce portail, c'est de réunir sur un site toutes les entreprises et tous les organismes qui offrent, peu importe le service, qui offre quelque chose aux étudiants étrangers. Ça peut être dans le secteur de l'emploi, d'aide à l'immigration, le renouvellement des documents. On sait à quel point c'est compliqué. La santé mentale, les opportunités de bénévolat aussi qu'on trouve très important. Et c'est un peu l'objectif. Donc, sur le site du projet étudiantsaccueillis.ca, il y a déjà le portail qui est disponible avec quelques informations déjà, et on invite quand même les fournisseurs de services à remplir une partie de ce portail qui est un formulaire où ils pourront parler de tous les services qu'ils offrent et ainsi afficher ça sur le portail. Alors, donc, le projet en tant que tel, moi, je pensais que c'est juste un webinaire, mais non, ce que je comprends, pardon, c'est un projet à long terme. Donc, comment vous faites pour retrouver ou pour connecter avec vous autres, les entreprises ou même les organismes qui offrent des services aux étudiants, les étudiants étrangers? Bon, dans le fond, pour le moment, on a un peu commencé avec notre réseau et aussi faire la promotion sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Mais oui, aussi quand même, on offre des webinaires dans le cadre de ce projet, dont le webinaire dont tu parlais concernant le numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est le mercredi prochain, le 17 mars à 16 heures. Et dans ce webinaire, en fait, on va parler de tout ce qui est Service Canada, numéro d'assurance sociale, assurance emploi, toutes ces petites choses que par exemple, pour l'assurance emploi, on s'est rendu compte avec la pandémie que les étudiants internationaux
pouvaient en bénéficier, mais ils n'avaient pas forcément l'information et parfois même ils ne savent pas qu'ils sont en train de cotiser à l'assurance emploi. Fait que ce serait pour parler de tout ça un peu. Mais je pense que c'est super important là. Et pourquoi pas, même je lance l'idée comme ça, je sais pas, vous pourrez voir quand vous aurez formé votre réseau, peut-être de les envoyer dans les différentes écoles qui ont vraiment souvent besoin de ça. Moi, je savais vraiment pas qu'est-ce que c'était un numéro d'assurance sociale quand j'arrivais. Il a fallu que je m'informe et Tu que je n'es pas la participe à des seule. webinaires. Ah ben voilà, tu vois. Alors, deuxième événement dont tu nous parles ce matin, c'est le réseau franco-altruiste. Il y a un webinaire qui a rapport avec ça. Oui, ça c'est par contre un tout nouveau projet. La première phase s'est déroulée l'été passé. On avait envoyé un sondage pour voir quels sont les besoins en termes de bénévolat. De quel genre de formation ont besoin les bénévoles de la région. Et à partir de ce sondage, on a trouvé quelques idées de formation et la toute première formation sera sur l'animation virtuelle. On s'entend que depuis maintenant un an, disons 90% des activités se font en ligne et l'objectif de cet atelier, c'est un peu de parler de comment maintenant s'arranger pour garder ça attractif, comment faire pour lors d'un événement virtuel ou juste une rencontre d'équipe pour que tout aille bien, côté technologie et aussi côté animation. Et dans ce sens, c'est un animateur de la FESFO qui animera l'atelier, pour pas me répéter. Et cet atelier sera le mercredi 24 mars à 6h30. Donc, pour être bref, le mercredi prochain, 17 mars, on a l'atelier Numéro sur de les services de Service Canada. Canada. Et le mercredi suivant, 24, ce sera un atelier sur l'animation virtuelle. Hormis ça, pardon, si les gens ont besoin de plus d'informations, juste aller sur le site web parce que je sais que vous actualisez et Oui. sur vos réseaux sociaux et sur le site web les différentes activités que vous mettez en ligne. Ça, c'est bon à savoir. Ensuite de ça, on est dans le mois de la femme, on va dire ça comme ça, le mois de mars. Et puis, nous, on aime célébrer ici entre nous les femmes qui se démarquent. Et toi, oui, tu travailles à l'ACFO, mais dernièrement, tu as lancé une petite entreprise qu'on va discuter une fois en entrevue si tu acceptes. Est-ce que tu peux nous parler Pas de de pourquoi tu t'es problème. lancé dedans juste en quelques minutes? Disons que c'est un peu plus mon amour pour la mode, mais c'est aussi parce que tout le temps quand je rentrais du Sénégal, j'apportais beaucoup de choses, mais juste pour moi et j'avais toujours des retours positifs. Oh, c'est joli ce que tu portes, ce genre de choses. Et je me suis dit maintenant, pourquoi pas apporter les choses que moi j'aime et que les gens ont trouvé beau pour maintenant leur en faire bénéficier. C'est un peu ça. Fait que j'essaie aussi de faire que tout ce que je vends me ressemble pour que je sois aussi fière Super. de l'afficher. C'est pour ça que tu le portes là. Après l'émission, je pense que je viens à ta porte la cogner pour que tu me donnes ce que tu portes. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Renée. Pas Et de puis, au plaisir problème. de te parler une prochaine fois de ton entreprise. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer aux différentes activités de l'ACFO, donc le 17 mars, il y aura un atelier sur les numéros d'assurance sociale et tous les services de Service Canada. Et ensuite de ça, une deuxième activité, pardon, le mercredi 24 mars, c'était un webinaire sur comment bien animer virtuellement. Tout ça, c'est gratuit. www.acfoottawa.ca. C'est le lien que vous devez visiter pour pouvoir prendre votre inscription. Maintenant, on va parler d'innovation sociale et plus précisément de l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger de l'Université Saint-Paul. Et pour en parler, Elisabeth Bruns qui est avec nous, elle est responsable du développement communautaire et jeunesse. Elisabeth, merci de venir discuter de ça avec nous. Moi, je ne savais pas que ça existait, cet atelier-là, parce que là, ça fait 3 années que vous êtes là en train de changer la communauté, on va dire. En effet, oui. On a récemment fêté notre anniversaire. Je suis heureuse de vous en parler aujourd'hui. Et nous aussi, très, très, très heureuse, moi, d'entendre parler de qu'est-ce que vous faites comme changement dans la communauté. On va commencer d'abord par parler de l'atelier. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment c'est né, pourquoi ça a été mis en place et qui profite de cet atelier-là? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as mentionné, l'atelier a été fondé il y a quelques années, en 2018, mais on fait partie d'un écosystème d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Alors, le premier élément de cet écosystème, ça a été l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, qui a été fondée en 2015, si je ne me trompe pas. Et puis, cette école, bon, c'est un programme, c'est une école universitaire, elle a un programme de bac, bientôt de doctorat. Et puis, l'autre élément de cet écosystème, c'est un centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales, alors qui rassemble des chercheurs de partout
qui se penche sur des questions d'innovation et de transformation sociale. Et puis, le troisième élément de cet écosystème, eh bien, c'est l'atelier d'innovation sociale et c'est chez nous que les transformations, l'innovation sociale se produit. Alors, tout cet écosystème a été lancé grâce à un don des Sœurs de la Charité. Et puis, aujourd'hui, on sert à l'atelier les étudiants, bien sûr. On les aide à trouver des projets auxquels se greffer, des membres de la communauté avec qui travailler, des endroits où faire des stages. Mais on travaille aussi avec des porteurs et des porteuses de projets. Alors, des entrepreneurs sociaux, des organisations locales, communautaires, jeunesse, des groupes d'activistes aussi. Et puis, on aide toutes ces personnes à, en fait, s'entraider, collaborer pour répondre à leurs besoins. Parce que c'est ça l'atelier. C'est un espace de formation, de collaboration, de co-travail, d'entraide, où plein de gens peuvent se rassembler venant de différents milieux pour s'appuyer dans leur innovation sociale. Déjà, moi, je vais faire un peu de publicité pour vous autres. Là, j'ai vu un peu le programme d'innovation sociale. Il est exquis. J'ai déjà parlé avec l'un de vos représentants de ce programme-là et que je trouve qu'il est très bon. Elisabeth, tu conviendras avec moi que souvent, on se dit, on a envie d'aider, on a envie de changer quelque chose dans la communauté. Oui, peut-être on va aller dans le programme d'innovation sociale, mais on ne sait pas exactement après le programme, après le diplôme, dans quoi est-ce que je veux embarquer. Mais je pense que l'atelier, il vient répondre à cette question-là pour les étudiants. Oui, exactement. Alors, un des éléments principaux de l'atelier, c'est son programme d'incubation. Alors, si les gens ont une idée de projet, mais ne savent pas exactement par quel bout la prendre, par où commencer, ils peuvent venir à l'atelier. Et puis, on va aider avec le processus d'idéation, de conception du projet, la planification stratégique, le plan d'affaires, etc., pour vraiment mener cette idée à une réalité. On appuie aussi les projets de différentes façons. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. On a, par exemple, la formation. Récemment, on a lancé un pôle d'animation. Alors, c'est un groupe de travailleurs autogérés qui sont passionnés par de l'animation et puis qui partagent leurs connaissances comme ça à travers l'écosystème de l'atelier. Et puis, pour nous, l'animation, en fait, c'est lié directement à la justice sociale parce que ça permet d'opérer sur les relations de pouvoir dans les organisations. Alors, c'est vraiment important pour nous. On est vraiment excités de l'avoir lancé. Ça peut aussi prendre la forme d'événements. Alors, on fait des trucs aussi plus pour la population générale parce qu'à travers les événements, on peut faire rayonner des initiatives, des projets d'innovation sociale. On peut aussi susciter de la réflexion. Alors, par exemple, on a bientôt un événement de coordination intersectionnelle féministe entre des groupes d'infirmières, des groupes d'intervenants sociaux et d'intervenants communautaires pour réfléchir à comment se coordonner pour faire des interventions féministes à travers les secteurs. On a aussi bientôt une table ronde sur le logement abordable et les communautés saines et résilientes, à laquelle, en fait, une des porteuses de projet de l'atelier va participer et parler de son projet de cohabitation. Wow, c'est excellent tout ça. Donc là, on va essayer d'enlever le doute dans l'esprit des gens. Tu l'as mentionné peut-être vite fait, mais juste rappeler que oui, l'atelier d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, est là pour les étudiants déjà à la base, pour le projet d'incubation et tout. Mais les gens de l'extérieur peuvent venir se greffer à vous et puis travailler ensemble. Absolument, absolument. En fait, je dirais la plupart des projets à l'atelier sont en fait portés par des membres de la communauté. C'est des gens qui avaient une idée, mais qui avaient besoin d'un peu d'appui, un peu d'entraide, et puis qui sont venus à l'atelier pour trouver ceci. Par exemple, juste ce mardi, on a tenu notre premier budget participatif à l'atelier. Ça a été vraiment, vraiment impressionnant de voir tous les membres de l'atelier se réunir et puis se partager de manière participative un budget et s'entraider, décider ensemble de comment ils allaient collaborer pour mener tous leurs projets à fruit. Alors, il y a tout plein de projets intéressants menés par des membres de la communauté. Il y a une coop de vélo qui a reçu du financement, des projets de conférences, de projections de films, d'expositions d'art. Alors, tous ces projets se sont rassemblés et ont exprimé leurs besoins et puis les offres aussi, les compétences qu'ils pouvaient échanger. Alors, ça a été vraiment inspirant, oui. Je sens que c'était inspirant, je vois le sourire dans tes yeux là. Et là, pour les gens qui veulent vraiment travailler avec vous, est-ce qu'il y a une procédure assez spécifique à avoir, peut-être remplir un formulaire, quelque chose dans le genre, avant d'entrer carrément dans l'atelier? Oui, alors si les gens qui sont intéressés peuvent se rendre sur notre site web. Il y a dans notre menu « Devenir membre ». C'est un formulaire très simple où on demande aux gens s'ils ont une idée, ce qu'elle est, mais les gens n'ont pas besoin d'arriver avec une idée concrète, ils peuvent juste se joindre à la communauté et ensuite devenir inspirés. Mais oui, ils n'ont qu'à remplir le formulaire et puis ils peuvent devenir membres pour
30 $ par année. Alors, c'est vraiment un montant symbolique là, qui nous permet un peu de fonctionner. Les gens peuvent devenir membres et puis, c'est ça, participer à la communauté, participer à des événements comme le budget participatif que j'ai mentionné. Super. Elisabeth est là pour nous parler de cet atelier-là, oui, mais il y a des exemples concrets, il y a des projets des étudiants qui se sont démarqués. Le premier dont on va parler, c'est l'habitation partagée de Mirella. Ça, je trouve que c'est excellent, sincèrement. Je vais te laisser donner des informations dessus. Oui, moi aussi, je trouve que c'est excellent comme projet. Et puis, je suis pas la seule. Alors, Mégane Sicard, Pascal Thériault et puis Mireille Leroux, les 3 porteuses de ce projet, ont remporté une bourse de Desjardins en innovation sociale, alors une bourse de 10 000 $ récemment. Alors, c'est un projet vraiment apprécié par la communauté. Et puis, en fait, le projet est un projet d'économie sociale et solidaire qui vise à promouvoir le mieux vivre ensemble à travers une perspective d'entraide pour le bien-être de soi et de sa communauté. Alors, si c'est un peu abstrait, je peux vous donner un peu de contexte. Alors, le projet part de 3 constats. D'abord, qu'il y a un manque de logements sécuritaires et abordables dans notre communauté. Ça part aussi du constat qu'il y a de l'isolement auprès des personnes âgées et puis aussi de l'enjeu du vieillissement de la population. Alors, pour répondre à ces 3 enjeux, le projet d'habitation partagée Mirella vise à former des relations d'entraide entre des personnes de différentes générations et de différentes cultures, et puis pour offrir de l'hébergement sécuritaire et abordable à des personnes qui en auraient besoin. Alors, ça prévient l'isolement social pour les aînés, ça offre un logement sécuritaire et abordable à ceux qui en auraient besoin, ça forge des relations d'entraide à travers des gens qui ont des affinités et des besoins complémentaires. Et puis, en faisant tout ça, ça bâtit les compétences interpersonnelles pour le mieux vivre ensemble plus large dans la communauté. Exactement. Et il ne faudrait pas que les gens se disent, OK, c'est parfait, je vais aller juste et puis participer au programme. Non, tout est bien structuré. On fait des recherches, des analyses avant de vous jumeler avec qui que ce soit. Ça, c'est un très beau projet. Deuxième projet, c'est bâtir un univers plus résilient. Ça, c'est un deuxième projet que j'ai pas trop compris, mais tu vas me donner des explications. Oui, ça aussi, c'est un magnifique projet. Alors, ce projet-là, qui s'appelle MIRUCIR, c'est un sigle pour, je ne vais pas me tromper, c'est pour Famille Réveillons-nous, il fait jour. Alors, c'est un projet pour bâtir une communauté résiliente au sud Kivu. Alors, ce projet, pour vous donner un peu de contexte, le Kivu, c'est une région minière, agricole, très convoitée à l'est de la République démocratique du Congo, alors qui est sur la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Et puis, qui est confrontée à de la violence depuis 1996, sans compter l'histoire du colonialisme. Alors, Maria Gabriela Namwesi, qui est la porteuse de ce projet, elle a envisagé une association de résidents, une association de familles dans la communauté pour répondre aux besoins. Parce que malheureusement, à cause de ces traumatismes, beaucoup de personnes dans la région sont sous le seuil de la pauvreté et sont un peu découragées, comprenablement, par la situation. Alors, elle, ce qu'elle propose, c'est une association. C'est pas une organisation caritative, c'est vraiment une organisation basée, elle aussi, dans une perspective d'entraide où les résidents de la communauté s'entraident pour bâtir la résilience dans la communauté. Alors, contrairement à d'autres acteurs déjà actifs dans la région, qui répondent à des besoins ponctuels, alors qui offrent de l'aide humanitaire, qui est très importante aussi, mais ce projet opère toujours dans une perspective de durabilité et de résilience. Alors, elle opère sur 2 axes. D'abord, la recherche sur la résilience, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une communauté est forte et résiliente, et puis ensuite, des interventions plus ponctuelles, mais toujours dans cette perspective de résilience. Alors, pour vous donner un exemple, ce projet-ci aussi remporté une bourse en innovation sociale de Desjardins de 10 000 $. Et puis, l'association des résidents de cette communauté du Sud Kivu, accompagnée par le projet MIRUCIR et puis Maria Gabriela, ont décidé d'utiliser l'argent pour construire un aqueduc d'eau potable. Alors ça, à première vue, ça semble comme répondre à un besoin. Évidemment, ça répond à un besoin vraiment pressant, mais ça pourrait sembler d'être une réponse ponctuelle comme les autres. Sauf que dans leur perspective, c'est vraiment ancré dans une vision de résilience pour la communauté. Parce qu'une fois qu'il y a de l'eau potable pour la communauté, eh bien, ça libère des femmes et des filles pour se consacrer à d'autres tâches. Pas besoin d'aller chercher l'eau, elles peuvent se concentrer sur d'autres tâches pour bâtir leur communauté. Ça évite aussi le risque de contamination. Puis qui libère aussi la communauté à se concentrer sur d'autres activités de production collaborative. Merci beaucoup, Elisabeth. De très, très beaux projets. Nous, on va inviter les gens à jeter un coup d'œil à ce superbe atelier-là. Et puis, joyeux 3e anniversaire à vous. Merci encore.
Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir les informations sur cet atelier, www.ustpol.ca, c'est le site web à visiter. Maintenant, on va parler de technologie, des tout nouveaux gadgets technologiques avec Denis Lima. Et là, tu vas nous parler en premier, Denis, d'une technologie qui permet d'imprimer en 3D sur des organes. J'ai rien compris à ça. C'est quoi? Ben, je sais pas si tu es familière des fois avec dans certains films de science-fiction, notamment le Fifth Element, Starship Troopers, puis récemment Age of Ultron. Des fois, il y a des personnages dans le film qui se blessent. Et là, ils ont une grosse coupure ou une grosse blessure. Et là, ils s'en vont dans une espèce sur une espèce de table avec un robot on dirait qu'il passe un laser sur la plaie, puis ça répare la plaie, là. Donc, c'est le même principe que ça, un petit peu. On n'est pas encore rendu là, mais en fait, ce que c'est une imprimante 3D qui va imprimer directement sur des organes de patients. Donc, quand on parle d'organes, ici, on parle de poumons. Et évidemment, les poumons, ben, ça respire, ça s'expand, ça se rétracte. Et puis, pour être capable d'imprimer là-dessus, ben, ça prend une imprimante 3D qui est capable d'identifier justement que la surface sur laquelle il est en train d'imprimer bouge en même temps. Et on pourrait se demander, ben, pourquoi est-ce qu'on voudrait imprimer sur des organes? Mais en fait, quand on imprime en 3D sur les organes, c'est pas un dessin qu'on imprime, mais on va être capable d'imprimer euh, des espèces de petits senseurs qu'on va pouvoir mettre sur, exemple, les poumons pour vérifier, exemple, le niveau d'oxygène des poumons, pour vérifier toutes sortes Ah, ok. de Ouf. trucs comme ça sur la personne. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut dire avec ça. Je regardais la vidéo que tu as apportée, j'étais comme, je comprends rien. C'est quoi qu'ils sont en train de faire sur ce poumon? Non, Ok, je c'est comprends ça. mieux maintenant. Je Puis c'est comprends mieux d'ailleurs, maintenant. ça a commencé à être déjà mis à être en pratique, surtout pour les patients de COVID. On sait que la COVID, ça affecte beaucoup la respiration. Donc, on va pouvoir surveiller, donc faire du monitoring de ces patients-là avec des sensors qui seraient imprimés en 3D sur les organes des patients. Ça, c'est excellent, mais ça, c'est pas encore effectif, cette affaire-là. C'est ça, donc c'est vraiment dans les étapes de découverte, là, on est en train de commencer à faire ça. La première application va probablement être celle-là. Puis dans le futur, ben, qui sait, peut-être que ça va être comme dans les films, puis qu'on va avoir un bras de coupé, ben, on va pouvoir aller se faire remettre le bras par une imprimante On 3D. espère, on Oui. espère en tout cas. Et puis, deuxième élément dont on parle aujourd'hui, c'est que les gens qui sont habitués aux affaires de Bitcoin et tout, là, ils vont aimer qu'est-ce que tu vas dire parce que moi, je comprends rien. Apparemment, c'est la ruée d'or vers les certificats d'authenticité numérique NFT. Oui, donc NFT, c'est un acronyme pour Non-Fungible Token. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre un élément virtuel. Donc, quand je parle d'un élément virtuel, ça peut être une photo, ça peut être un dessin, ça pourrait même être un texte qui est écrit, une carte d'hockey en virtuel. Donc, on ne l'a pas en papier, on ne peut pas y toucher, elle est en virtuel, elle est sur le web, elle est sur un ordinateur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le NFT? C'est que on peut identifier comme cette pièce-là comme étant unique. Donc, on peut avoir un certificat d'authenticité sur cette pièce-là, ce qui fait en sorte que maintenant, tu regardes comme une œuvre d'art aujourd'hui, bon, ben, il faut la faire vérifier par quelqu'un qui connaît l'art puis qui est capable de dire, bon, ben, ce tableau-là a été fait par Van Gogh ça a été fait, ou ça, c'est un vrai Picasso versus un faux. Alors, dans le monde numérique, on va être capable d'identifier certaines pièces avec du NFT. Et puis, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre justement d'avoir les droits sur cette pièce-là à nous en tant que telle. Je peux donner comme exemple, imagine quelqu'un qui écrit un livre. Donc, imagine un livre qui est très commun, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Tout le monde a déjà vu une copie de ça et des copies à la bibliothèque. Moi, je pense que j'ai 2 copies à la maison de ce livre-là. Donc, tout le monde en a des copies. Mais le manuscrit original qui a été écrit par Alexandre Dumas, il y en a juste un. Puis il a été probablement certifié par des professionnels et ça a une valeur
inimaginable. Donc, c'est un petit peu ça le principe du NFT, c'est que pour des œuvres d'art, pour des pièces de collection, des choses comme ça, on va pouvoir les authentifier numériquement. Fait qu'on n'aura jamais besoin de les toucher là, papier ou physique. Ça va être tout en virtuel et il va y avoir une copie originale qui est celle qui a été produite par l'auteur ou par la compagnie qui l'a fait. Ça pourrait jamais marcher avec une de mes photos là que je suis en train de regarder. Bon, on va essayer de travailler fort pour être unico. Alors, troisième affaire dont on parle maintenant, c'est Netflix qui pourrait nous empêcher de partager le mot de passe avec nos proches. On n'est pas content pour cette nouvelle. Non, effectivement, il y a plusieurs abonnés de Netflix dans les dernières semaines ont rapporté que maintenant, quand ils se connectent à Netflix à l'extérieur de la maison ou d'habitude où est-ce qu'ils se connectent, ils ont un message qui leur dit est-ce que vous êtes la personne qui est propriétaire de ce compte-là? Si vous ne l'êtes pas, vous devriez avoir un compte pour vous-même. Donc, c'est un petit peu un message qui laisse penser, qui laisse lire entre les lignes un petit peu. Netflix a communiqué, a dit que non, ils n'allaient pas empêcher les personnes de partager les messages pour l'instant, mais on a un petit doute là-dessus. Hein. S'ils sont en train de faire ça, peut-être que c'est le cas. D'ailleurs, Spotify, c'est déjà comme ça. Quand on crée un compte Spotify, comme moi j'ai un compte Spotify familial, puis c'est clairement indiqué quand je crée le compte que toutes les personnes qui sont dans mon groupe famille doivent demeurer à la même résidence. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Mais Netflix, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont le mettre en pratique? Peut-être. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de plus de revenus. C'est quelque chose qu'ils vont On est tous à la maison, tout le monde utilise Netflix, là, c'est clair, Donnie qui vont finir par le faire. Mais je pense que la stratégie est bien commencée. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec WhatsApp. Ils ont dit c'est un test pour l'instant, donc personne ne peut s'en plaindre. Ils sont très intelligents en tout cas. Dernière affaire, c'est le iPhone Flip. Il y a toujours des concurrences entre Android et iPhone, hein. Toujours. Oui. Donc, il y a plusieurs appareils Android qui sont sortis dans les dernières années, qui ont commencé à justement utiliser des écrans flexibles, donc utiliser des écrans qui vont se plier, qui vont s'ouvrir. On a vu toutes sortes de modèles. Samsung en a sorti, d'autres compagnies aussi en ont sorti. Ils ont eu plus ou moins de succès avec ça, mais là, il y aurait des rumeurs que iPhone voudrait faire la même chose, probablement pour 2022. Qu'est-ce qui nous indique ça? Ben, ils ont commencé à acheter justement les composantes pour fabriquer des écrans flexibles. Donc, ça nous donne un indice qu'ils veulent peut-être aller vers ça. Et d'ailleurs, on a plusieurs personnes sur le web qui ont fait des designs de qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air en tant que tel un téléphone pliable de iPhone. Donc, c'est dans les cartes. On va regarder. Et on attend pour 2022. Merci beaucoup, Denis, et puis bon week-end à toi. Merci, bon week-end. Alors, pour vous autres à la maison, c'était nos informations technologiques. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous n'oublierez pas d'avancer cette heure, votre horloge ce dimanche 14 parce que l'heure va avancer d'une heure et nous, on se retrouve lundi à partir de 11h. Bon week-end à vous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Parler de virus peut sembler un peu paradoxal dans notre époque, et pourtant, il faut le faire. Il en sera question dans notre émission de cette semaine. Encore jeune, dimanche 19h sur Daily Rogers. Je vais
Les arbres. C'est un jaune. Le Peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez